Char, qui est responsable du pôle autonomie de Lille. Bonjour tout le monde, j'ai plus besoin de me présenter, du coup Karine l'a fait. Juste pour vous dire que on voulait vous prendre vraiment quelques petites minutes, désolé pour les collègues, la cérébrolésion, mais pour vous spécifier le fait que bah voilà, le pôle autonomie et le pôle territorial MDPH de Lille ont été à l'initiative de ce concept du 1 heure pour l'autonomie, qui est expérimenté depuis près de 2 ans sur notre territoire. Donc c'est une initiative qui n'a pas été portée seule, hein. Ah, ça résonne. Le micro, il Je coupe les micros. Je te laisse couper le micro. Ça devrait être bon, Sophie, tu peux y aller. C'est bon? Ok. Merci, Emeline. Du coup, cette initiative, elle n'a pas été portée seule, hein, puisqu'on a bénéficié, bien évidemment, et encore aujourd'hui, du soutien des associations, des personnes en situation de handicap, des CLIC, des Maya, des DAC, enfin bref, un peu tous les partenaires du territoire qui ont pu nous accompagner dans la réalisation des sujets. On a également bénéficié de votre intérêt au niveau des professionnels, hein, puisqu'on a plus de 1000 professionnels aujourd'hui qui sont inscrits et plus de 700 notamment du territoire de Lille. Donc, on voulait juste vous spécifier de manière un petit peu formelle, on va dire, que fort de son succès, finalement, le département a décidé d'élargir cette proposition à l'ensemble des territoires du département. Donc, n'hésitez pas à communiquer au-delà, hein, c'est déjà le cas aujourd'hui. On a déjà près de 200 à 300 personnes hors territoire de Lille qui nous ont rejoints. Les sujets donc seront portés aujourd'hui de manière plus large par des pôles aussi d'autres territoires et sera piloté par le service animation. Donc c'est un peu pour vous dire que vos interlocuteurs vont changer. Vous n'aurez pas forcément Karine Martin tout le temps en interlocuteur ou Emeline Descarpentries. Les interlocuteurs bougent, le portage, il évolue puisqu'il est porté par le service animation aujourd'hui, mais le concept, lui, ne change pas. Et les principes et les objectifs restent les mêmes. Donc voilà, pas d'inquiétude. N'hésitez pas à faire remonter si à un moment donné, ben, au niveau du territoire notamment, vous sentez des distinctions, etc. Il y en aura peut-être dans le choix des sujets, forcément, puisqu'on va élargir. Mais n'hésitez pas à nous remonter si votre intérêt, hein, toujours. En tout cas, on vient toujours vous chercher au niveau du territoire pour connaître vos envies de sujet et vos besoins notamment. Donc, bah, là, on aura, un territoire plus vaste, donc c'est intéressant, parce qu'on aura aussi accès à des ressources encore plus multiples. Je vais juste vous présenter pour finir et pour conclure et laisser, la place, aux collègues, qui trépignent d'impatience. Pour, vous présenter Assia Messaoudi, peut-être visuellement, puisque je vois, qu'elle est là en caméra et qui pourra vous présenter, bah, surtout votre interlocutrice de référence quand vous allez recevoir les mails notamment. Voilà, c'est important, c'est pas un spam, c'est pas donc on souhaitait toujours dans le côté concret vous dire: «Voilà, désormais ça sera ce nom-là qui s'affichera et soyez attentifs, éventuellement à ça». Merci en tout cas à vous et puis je laisse Assia, prendre le relais et puis ensuite Karine. Merci, merci Assia. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Assia Messaoudi, donc responsable du service animation territoriale à la DGA Autonomie. Mon service a plus une vocation à travailler au niveau départemental, mais en prenant en compte bien sûr les spécificités de tous les territoires. Donc on garde le même format, il n'y a rien qui change au niveau du format. On va toujours traiter des sujets relatifs à l'autonomie, des sujets qui viennent des professionnels de terrain, à la différence près que les sujets, du coup, ils peuvent venir aussi bien de l'Avesnois, du Valenciennois, des Flandres que de Lille. Donc effectivement, ce sera plus forcément toujours Karine Martin qui sera au niveau de l'introduction et à la manœuvre. Vous allez pouvoir voir les différents chargés de mission des territoires. Et les mails que vous recevrez dorénavant seront signés par Sabrina Oussalem, qui est juste à côté de moi. Voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez des invitations venant de Sabrina, on le remettra dans la FAQ. C'est normal, on est toujours sur le même format, sur le même dispositif de l'ordre de l'autonomie.
Voilà, je ne prends pas plus de temps. Je laisse la main du coup aux collègues et puis à bientôt du coup. Merci. Merci Asia. Bon, écoutez, je reprends, mais alors pas très très longtemps la parole parce que comme on a de nouveaux inscrits, je vais juste rappeler les petites consignes d'organisation d'une heure pour l'autonomie. On aurait peut-être dû vous le dire avant, mais bon voilà, vous rappelez que ce temps d'information, il est enregistré et que vous pouvez couper votre caméra, hein, tout simplement si vous souhaitez pas apparaître sur la vidéo. Vous rappelez que le support qui vous sera présenté aujourd'hui par nos partenaires, eh ben il sera transmis à l'ensemble des inscrits à l'issue de la présentation avec le lien qui vous permettra de retrouver toutes les vidéos sur YouTube. Et enfin, vous précisez surtout, ce qui est important pour vous, c'est que évidemment, c'est un temps d'information où il n'y a pas d'échange direct, mais vous pouvez tout à fait, et on vous encourage d'ailleurs, à poser des questions dans le chat. On va tout simplement y répondre dans un second temps via une foire aux questions qu'on vous enverra aussi donc avec le support de présentation. Mais vraiment, je vais pas tarder là parce que quand on dit qu'il piaffe d'impatience, il piaffe d'impatience. Je vais laisser nos trois partenaires vous présenter le sujet d'aujourd'hui, donc sur la cérébrolésion. Et je suis vraiment très heureuse voilà, d'accueillir le SAMSA Réveil et son chef de service, Monsieur Bialecki. Je vais laisser chacun des collègues se présenter. Merci à vous. Donc du coup, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci à la MDPH au département de nous accueillir aujourd'hui pour ce 1 heure pour l'autonomie. En effet, je vais me présenter rapidement et puis on se présentera rapidement avant de commencer. Donc, Jérémy Bialecki, je suis le chef de service du SAMSA Réveil. J'introduirai et conclurai notre présentation et je laisse mes collègues se présenter également. Donc moi, je suis Jessie Davroux, psychologue, neuropsychologue du SAMSA Réveil. Bonjour, moi c'est Justine Bourdin, je suis assistante sociale au SAMSA Réveil. Après ces présentations, je vous propose de rentrer directement dans le sujet avec Donc, du coup, le sujet qu'on a souhaité évoquer avec vous ce matin, c'est la cérébrolésion acquise à l'origine d'un handicap invisible. Le pourquoi, c'était que dans le cadre de notre travail en tant que SAMSA, nous échangeons avec de nombreux services de droit commun qui accompagnent des personnes qui ont une cérébrolésion acquise. Mais la spécificité de ce public, par les modifications des fonctions cognitives, les modifications de la relation aux autres, et donc celle avec les intervenants professionnels, peut générer du coup des difficultés, que ce soit évidemment pour la personne qui est accompagnée, mais aussi pour vous en tant qu'accompagnant. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, on a proposé en tout cas ce sujet-là au département. L'objectif est surtout de vous sensibiliser aux spécificités des personnes avec une cérébrolésion acquise, afin de mieux connaître leur fonctionnement, d'avoir des pistes d'adaptation de vos accompagnements si et quand vous rencontrez des difficultés, de connaître certains dispositifs ou services afin notamment de favoriser le partenariat, et aussi imager ces troubles et ce handicap invisible avec des exemples le plus concrets possible pour vous permettre de mieux comprendre et peut-être d'éclairer cette petite lumière sur certains de vos accompagnements. Au final, le tout, c'est que l'accompagnement soit le plus adapté et facilité, donc comme on l'a dit, pour les deux parties, la personne accompagnée, mais aussi l'accompagnant. Ce sera bien sûr des pistes, on n'a pas la prétention de vous dire que c'est un catalogue de solutions toutes faites, mais en tout cas, c'est un catalogue de pistes. Je vais du coup laisser la place à Jessie pour la présentation et puis après, en parallèle avec Justine pour les exemples plus concrets. Oui, voilà, parce qu'en fait, là, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés, cérébrolésion acquise, handicap invisible. Donc, on va déjà reprendre dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Donc, des petites définitions rapides, on va aller à l'essentiel. Donc, la cérébrolésion acquise, donc, on entend par là principalement du traumatisme crânien, des accidents vasculaires, ça peut être des anoxies.
Ça peut être des tumeurs stabilisées, mais surtout, ce qui est important, c'est que chez ces personnes-là, en fait, il y a eu une vie avant la cérébrolésion, et donc les difficultés arrivent chez des personnes qui ont déjà eu, en fait, une vie plus ou moins longue sans l'événement neurologique et sans les difficultés qui sont consécutives de cet événement. Quand on parle du handicap invisible, alors il y a déjà des choses qui ont été évoquées, notamment en fait la dernière fois dans le cadre de tout ce qui était handicap psychique avec les addictions. Nous, c'est vraiment donc dans le cadre de la cérébrolésion acquise. Le handicap invisible, en fait, il ne se voit pas d'emblée, hein, c'est en gros la base. Dans le cadre de la cérébrolésion acquise, vous avez essentiellement comme conséquence des troubles cognitifs qu'on va revoir, des troubles comportementaux et des troubles émotionnels. Anoxie, c'est il y a une petite note qui a été dite. Anoxie, en fait, c'est quand le cerveau n'a pas été irrigué pendant un certain temps d'oxygène. En fait, donc, il peut y avoir des conséquences cérébrales et donc cognitives, comportementales et émotionnelles. Alors, la présence d'un handicap invisible n'exclut pas la présence d'un handicap visible, hein. Dans le cadre de la cérébrolésion, on peut avoir, donc on ne va pas revenir, des troubles physiques. Je vais revenir très rapidement, je vais réexpliquer quelques troubles cognitifs. Alors, sachant que ça avait déjà été présenté par le professeur Lebouvier il y a 2-3 mois, je ne sais plus, j'ai plus la date exacte. Donc, même si lui, c'était dans le cadre en fait de la dégénérescence cérébrale, on parle quand même des mêmes troubles cognitifs. Donc, je vais aller assez vite et je vous renvoie pour plus de détails sur en fait cette vidéo, sur le PowerPoint s'il est accessible. Donc, au niveau des principaux troubles dans le cadre de la cérébrolésion, vous avez une triade qu'on peut présenter comme ça. Donc, il y a la fatigue et la fatigabilité qui est à peu près tout le temps présente, hein, on va dire, non, allez, au doigt mouillé, 90-95% du temps. Donc, la fatigue, c'est l'énergie de base, et la fatigabilité, en fait, c'est l'énergie qu'on dépense quand on fait une activité et qui peut, en fait, chez les personnes cérébrolésées, être très importante. Ce qui fait que même un entretien peut être très difficile et très fatigant en fait pour eux. Vous avez un ralentissement qui peut être assez global, ça peut être un ralentissement de la pensée, un ralentissement, donc ralentissement psychique, ralentissement du débit de parole, ralentissement des mouvements, etc. Pour être honnête avec les personnes qu'on accompagne, en fait, c'est la conscience des troubles, la conscience des difficultés consécutives de leur lésion cérébrale, et elle peut être totalement absente, elle peut être partielle. Et ça aussi, c'est à tenir, enfin, voilà, c'est important d'en tenir compte parce que c'est des gens qui peuvent vous dire que tout va bien, mais en fait, pas tant que ça. Donc, c'est bien d'avoir cette triade en tête. Et au-delà de ça, vous avez aussi d'autres troubles qui peuvent être présents. Donc, il y a des troubles du langage qui peuvent toucher la compréhension orale et ou écrite, l'expression orale et ou écrite, sachant que toutes les combinaisons sont possibles. Donc, il y a des personnes, quand vous leur parlez, elles peuvent comprendre, mais ne pas savoir s'exprimer. Elles peuvent ne pas comprendre et quand même exprimer des phrases, mais ne pas avoir saisi ce que vous leur avez exprimé. Donc, voilà, ça aussi, c'est à avoir en tête. Au niveau des principaux troubles, il y a aussi les troubles attentionnels. Alors, je ne vais pas revenir, je ne vais pas vous faire un cours sur les troubles attentionnels parce que voilà, on pourrait faire au moins 1 heure sur l'autonomie là-dessus. Donc, pour faire très bref, en fait, dans l'attention, il y a la capacité à orienter son attention, c'est-à-dire à porter son attention sur quelque chose. Vous, en l'occurrence, pardon, quand vous êtes face à eux, il faut déjà qu'eux, ils puissent s'orienter vers ce que vous leur dites. Il y a maintenir son attention, donc ils peuvent être capables de s'orienter vers vous, mais en fait, ils vont avoir des fluctuations, ils vont perdre un petit peu leur concentration par moment. Et puis, il y a la notion aussi de partager, diviser son attention. Ça, c'est faire 2 choses en même temps. En gros, ils peuvent avoir des difficultés là-dessus. Ça peut être, vous écouter et prendre des notes, par exemple. Ça peut être difficile pour eux. On y reviendra de toute façon dans les exemples concrets de situations qu'on rencontre dans notre quotidien. Les troubles exécutifs. Alors, les troubles exécutifs, hein, c'est en gros toutes les fonctions qui vont permettre de s'adapter
C'est vraiment la notion importante, hein, la notion d'adaptation aux situations qui sont non routinières, qui ne font pas partie de ce qu'on fait vraiment tous les jours d'une manière assez routinière, et aux situations qui vont être plus complexes. Alors pareil, on ne va pas faire un cours, mais si on veut faire simple, grosso modo, il y en a 3 qui sont la flexibilité. Alors la flexibilité, c'est s'adapter aux changements, aux modifications, en modifiant soi-même. Ça peut être son mode de pensée, son action en cours, et cetera. Par exemple, s'adapter à un changement de conversation, tout simplement. Des fois, c'est compliqué pour eux. L'inhibition, alors il y a 2 versants à l'inhibition. Ça peut être, maîtriser, son comportement, c'est ne pas être précipité. Donc, voilà, c'est être dans la gestion du temps, de la précipitation. Et il y a aussi dans l'inhibition la capacité à, faire abstraction des informations qui ne sont pas pertinentes. C'est de sélectionner en gros, hein, ce qui va être important, dans une situation, dans une conversation, et cetera, qui peut être perdu. Et au niveau de la planification, ça, c'est, finalement s'organiser pour atteindre un but. C'est quelles étapes, qu'est-ce qu'on va, mettre en place, comment est-ce qu'on va le mettre en place pour atteindre un objectif? Ce qui peut être aussi très compliqué et nécessiter un accompagnement, heu pour ce faire chez les personnes cérébrolésées que nous accompagnons, que probablement vous rencontrez également dans vos pratiques. Les mémoires, alors pareil, hein, on peut en faire plusieurs des, heures sur l'autonomie, là-dessus. Donc je vais faire vraiment très court. En gros, il y a plusieurs types d'informations, qu'on peut avoir en mémoire. C'est pour ça qu'il y a un S à mémoire d'ailleurs. Ce sont les souvenirs le plus souvent qui sont impactés, c'est-à-dire, ce qu'on a fait, ce matin, la veille, il y a 10 jours, qui peut être impacté. Alors souvent, c'est les souvenirs depuis la cérébrolésion qui sont impactés et un souvenir plus ou moins quand même préservé des souvenirs, enfin des événements anciens. Mais ça pareil, c'est-à-dire que, si vous faites un entretien ou si vous les voyez, il est possible qu'il n'ait absolument en sortant du bureau, donc ça peut aller même jusque-là, plus du tout de souvenir de ce qui a été dit. Ça aussi, donc important à savoir. Sinon, les savoirs, c'est un peu les connaissances générales, hein, si on veut faire, si on veut un peu caricaturer. Les savoir-faire, c'est par exemple faire son lacet, faire du vélo, savoir comment on utilise une machine à café. Ça peut ne pas être, atteint, encore que la machine à café, c'est plus complexe qu'on le croit, donc il peut y avoir des atteintes là-dessus. Et la mémoire prospective, c'est pas le lieu de débattre de son existence ou pas, mais en tout cas, c'est de se dire, la mémoire prospective, c'est, les éléments qui sont à faire. Donc, quand, vous avez, un entretien avec une personne ou que vous le voyez, qu'il y a des choses à faire pour la prochaine fois, il y a la notion de prospectif et de planification aussi là-dedans qui sont potentiellement, altérées dans le cadre, de la cérébrolésion. Là, on a fait la cognition dite un peu froide, toutes ces fonctions cognitives, très, rationnelles, si on peut dire ça comme ça, mais vous avez aussi, des difficultés possibles au niveau de la cognition sociale. Alors, la cognition sociale, c'est en gros toutes les, fonctions qui vont être impliquées dans les interactions aux autres. On reste des êtres sociaux, donc on est quand même principalement en interaction avec les êtres humains. Les animaux aussi peut-être, mais en tout cas là, nous, on va rester sur les êtres humains et donc voilà, on peut parler dans la cognition sociale, de difficultés au niveau des émotions qui peuvent toucher l'expression des émotions. Donc les gens vont plus savoir ou plus exprimer correctement leurs émotions. Ils peuvent aussi ne pas reconnaître l'émotion des autres, ce qui est quand même très invalidant, hein, au quotidien de pas, savoir ce que ressent la personne en face de nous, en tout cas de mésinterpréter, ce qu'il ressent. Et ça peut aussi être des difficultés dans la régulation des émotions. Ça peut être des personnes qui vont être, tout d'un coup très tristes ou tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, se mettre à rire parce qu'ils ne régulent plus leurs émotions et ça peut être quand même assez impactant dans les interactions qu'on peut avoir avec eux. Au niveau des troubles des conduites, sociales et morales, en gros, ça, c'est toutes les règles qui régissent, la vie en société. En gros, il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas, si on peut, voilà, présenter les choses comme ça. Ce qui peut, quand les personnes perdent, et la connaissance de ces règles sociales et morales et ou ne savent plus, les appliquer, ça peut créer en fait des situations qu'on peut qualifier un peu de gênantes, hein, des personnes qui ont un comportement, qui, comme dit, ne se fait pas.
Et ça peut être relativement présent chez les personnes avec cérébrolésions acquises. Et vous avez aussi les troubles possibles de la théorie de l'esprit. Alors, la théorie de l'esprit, en gros, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. C'est la capacité, en fait, à se dire que la personne en face, ou à comprendre que la personne en face ne peut ne pas ressentir la même chose que nous, ne pas savoir la même chose que nous, ne pas penser la même chose que nous. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir s'adapter à la personne en face et aux situations. Et enfin, au niveau des principaux troubles, vous avez les troubles dits du comportement qui peuvent exister soit par excès. Dans ce cas-là, on peut avoir des personnes qui vont être très facilement irritables, impulsives, voire même agressives, parce que se trouvent dans une situation qui va les amener à être irrités, impulsifs. Et voilà, ça peut, quand on est en face et qu'on reçoit ces comportements, ça peut être difficile à comprendre et à réagir. Et vous avez aussi les troubles du comportement qui peuvent exister par défaut. C'est vraiment l'opposé. C'est des personnes qui vont être apathiques, qui vont en gros, s'ils ne sont pas sollicités, ils vont pas, ils peuvent ne rien faire. Ça peut aller jusqu'à, ils ont un plateau repas devant eux, si on leur dit pas manger, ils ne mangeront pas. Ça peut aller vraiment très loin. Ils vont manquer d'intérêt, voilà, ils vont manquer globalement d'initiative. C'est pas forcément qu'ils ne veulent pas, c'est que voilà, ils ont une atteinte neurologique qui fait qu'ils n'arrivent plus en fait à le faire. Je parle pas des conséquences psychologiques de tout ce qui est anxiété, dépression consécutive, parce qu'il y a toujours quand il y a cérébrolésion acquise, il y a un événement brutal, donc des conséquences psychologiques derrière. Là, c'est volontairement qu'on l'aborde pas parce que on tiendra pas 1 heure si on développe ça aussi. Voilà pour la présentation des troubles, présentation rapide, et ce qui permettra de comprendre la suite des exemples et des pistes, en tout cas pour interagir et adapter en fait vos interactions avec les personnes cérébrolésées. Ah oui, les troubles du comportement, juste, ils se manifestent, pardon, parce que la personne se trouve dans une situation qui va favoriser leur apparition. Ils ne se limitent pas à des troubles du comportement. Faut le savoir. Donc l'idée, c'est on le verra plus tard, c'est de limiter les risques d'apparition de ces troubles du comportement, c'est-à-dire essayer de réduire ces situations qui favorisent leur apparition. On y reviendra. Alors, le problème principal, c'est que, on l'a dit et répété, c'est que les troubles sont invisibles, donc ils ne se voient pas d'emblée, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne se voient pas soit tant qu'ils ne se sont pas manifestés, parce que la personne a été placée dans une situation où elle a oublié de faire quelque chose, où elle s'énerve parce qu'elle a été frustrée de quelque chose, où elle vient pas à un rendez-vous parce qu'elle l'a oublié. Voilà, donc c'est face à ça qu'on peut en fait se dire qu'il y a un handicap invisible. Après, ça peut être aussi, on ne les voit pas si on n'a pas été mis au courant. On n'est pas obligé de les faire apparaître pour s'en rendre compte. On peut aussi être mis au courant de leur existence et de savoir en fait qu'ils existent sans forcément y être confronté. En tout cas, si la personne se retrouve dans une situation où ces troubles, ou en tout cas le handicap invisible se manifeste, ils peuvent être mal interprétés par la personne en face. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent auprès des personnes qu'on accompagne. C'est qu'en fait, ils ne sont pas compris par les personnes en face parce qu'en soi, oui, il y a une action qui n'est pas menée, il y a un rendez-vous qui n'est pas honoré, etc. Et si on n'est pas au courant du handicap invisible, en fait, on peut se dire, nous en face, c'est logique qu'il y a un manque d'investissement, que la personne, elle s'énerve, c'est qu'elle a mauvais caractère, et puis de toute façon, c'est une personne agressive. Voilà, c'est humain de se dire ça, ou elle fait pas d'efforts.
Alors, ça n'exclut pas qu'elle peut avoir un mauvais caractère, que elle peut ne pas être investie dans ce qu'on lui propose, hein, la présence du handicap invisible n'exclut pas ça, mais il faut quand même avoir en tête pour pouvoir échanger sur ce handicap et dans quelle mesure il existe et se manifeste, dans le quotidien de la personne. Du coup, comment faire, vu que c'est invisible, pour les connaître et pour les identifier? Déjà, dès que, vous êtes au courant, d'une manière ou d'une autre, hein, qu'il y a un événement neurologique, dans le parcours de la personne, c'est simplement, en fait, lui poser la question. Est-ce qu'elle a des difficultés de mémoire, de concentration? Voilà, vous lui permettez déjà de s'exprimer. Ça va vous permettre, déjà, de connaître son fonctionnement, parce qu'elle, elle en présente, et sa réponse, en fait, ou non-réponse est un indice. Je vous renvoie au nom barbare d'anosognosie, parce que si elle vous dit que, non, tout va bien et que vous la revoyez, vous voyez que, en fait, non, ça n'a pas l'air, ça vous permet de savoir qu'en fait, elle n'est pas consciente de ses difficultés, ou en tout cas pas pleinement. Et puis sinon, si elle vous dit, si elle vous explique ses difficultés, ça vous permettra d'emblée, déjà, vous, de les prendre en compte dans la façon dont vous abordez la personne. Après, faut pas hésiter, si vous avez l'idée, hein, enfin, si vous avez connaissance d'un événement neurologique dans le parcours, c'est de lui demander à cette personne si elle est accompagnée par un service, comme le nôtre, SAMSA, on le définira en fin de présentation, s'il y a un SAVS, si éventuellement réseau TC-AVC ou tout autre professionnel de la cérébrolésion. Et si cette personne, elle est accompagnée et bien évidemment, si elle est d'accord, ça c'est important forcément, pour une prise de contact, vous pouvez aussi, contacter ces services-là qui, peut-être vous donneront des pistes déjà spécifiques à la personne que vous accompagnez. Parce que nous, ce qu'on va vous donner, c'est des pistes qui vont être quand même assez globales, qu'il faut, tenter de vous approprier, mais qui ne sont pas spécifiques à une personne en particulier. Donc, la prise de contact avec des personnes, qui connaissent déjà la personne vous permet peut-être plus facilement d'emblée d'avoir des adaptations, à la personne, en face et un peu moins tâtonner que, que si vous n'avez pas ces informations-là. Donc une fois qu'elles sont connues ou identifiées, c'est comment adapter votre accompagnement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, un certain nombre de pistes d'accompagnement qu'on va illustrer, en tout cas que Justine va illustrer avec des situations concrètes des personnes qu'on accompagne, en fait, du quotidien des quotidiens de ces personnes et de comment on fait, en fait, nous, pour, tenter de s'adapter. Alors, la chose qui est peut-être l'une des principales, qui est toujours à faire bien sûr dans la mesure du possible, hein, ça dépend de où vous travaillez, où vous êtes, et cetera, mais c'est d'essayer de faire vraiment un environnement le plus calme possible. Ça peut être tout simplement fermer la porte, c'est pas de télé, pas de radio, couper le téléphone, parce que des fois, quand nous on va à domicile, il y a la télé derrière. Voilà, on demande de l'éteindre, par exemple, c'est tout bête, mais je vous laisse, Justine. Voilà, donc en termes d'environnement pas très calme, c'est vrai que j'ai pris l'exemple de la CAF, où il y a souvent des open space, etc., où c'est compliqué pour une personne de pouvoir se concentrer. Et on accompagne par exemple une dame qui, quand elle est chez elle, sait exposer son problème, sait l'expliquer. En revanche, quand elle se retrouve en situation de rendez-vous à la cave, donc dans un environnement plus bruyant, donc à cause du monde, de sa peur de ne pas être comprise, de sa difficulté à comprendre les chiffres, hein, ça peut être compliqué pour certaines personnes cérébrolésées, à cause du stress, etc. Donc elle va perdre ses moyens et ne va plus savoir exprimer son problème, alors qu'elle est capable, outre mesure, de le faire. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir un environnement le plus calme possible pour favoriser la concentration, la compréhension, etc. Et puis éviter la fatigabilité parce que, s'ils doivent se concentrer alors qu'il y a du bruit, en fait, ça peut fortement les fatiguer et les interactions, elles seront d'autant plus difficiles et d'autant plus courtes, dans un environnement bruyant. Outre l'environnement, il y a comment communiquer. Alors, ça peut être l'utilisation de phrases, courtes parce que si la personne elle a, des troubles de compréhension, des troubles de mémoire, il est possible qu'elle ait oublié le début de la phrase, quand vous arrivez, à la fin de la vôtre, si vraiment elle est trop longue. Ça adapter un débit,
Alors, adapter le débit, ça ne veut pas dire parler fort. Souvent, c'est des choses qu'on peut observer. Alors, c'est soit, et on a des personnes qui vont, avoir un débit, très, ralenti ou un peu parler comme un enfant, c'est pas ça non plus. C'est ralentir dans la mesure du possible et ça veut pas forcément dire qu'elles sont sourdes, en fait. Donc il y a pas besoin de parler fort, c'est vraiment le rythme de la communication qui doit être adapté, si besoin. Il y a s'assurer de la bonne compréhension. On parlait des troubles du langage, des troubles de concentration et cetera, donc ça peut amener à ce que les personnes ne comprennent pas forcément. Alors demander, «Est-ce que vous avez compris?» La personne peut vous dire «oui» par principe, soit parce qu'elle n'a pas envie de dire qu'elle n'a pas compris ou en tout cas, parce qu'elle ne s'en rend pas forcément compte. Donc s'assurer de la bonne compréhension, ça peut être, simplement demander: «Bah, qu'est-ce que vous avez compris de ce qui a été dit?» Compris, retenu et ça vous donnera une information et ce qui vous permettra de compléter ou de reformuler le cas échéant. Laisser un temps de réponse, hein, on revient sur le ralentissement, sur les difficultés d'expression langagière. Bah, des fois, quand on laisse pas un délai suffisamment long, bah, la personne, en fait, on la bloque alors qu'elle est en train d'élaborer, en fait, sa réponse. Ça prend du temps, parce qu'il y a élaborer la pensée, il y a élaborer la phrase qui va avec la pensée et ça peut prendre pas mal de temps, en fait, pour les personnes. Voilà et par exemple, pour illustrer par un exemple, au niveau des phrases courtes, du débit adapté, nous on accompagne par exemple un monsieur qui a des difficultés de compréhension assez importantes, qui a une situation administrative complexe. Donc en rendez-vous, on essaye au mieux de faire des phrases courtes, d'utiliser des mots simples, d'utiliser les sigles, hein, par exemple, ou des mots vraiment, spécifiques à, administrativement parlant. Donc de ne pas parler trop vite, donc on lui laisse le temps de pouvoir répondre aux questions, hein, comme ma collègue vous le disait. Donc lui demander aussi régulièrement si c'est compris, en effet, parce que bah, le temps que je finisse mes explications, peut-être que la personne potentiellement aura oublié sa question ou ne pensera pas à revenir dessus, etc. Donc lui demander régulièrement si c'est compris. Parfois utiliser un schéma aussi, ça peut aider. Par exemple, pour ce monsieur, je tentais de lui expliquer, ses ressources, hein, donc pension d'invalidité, allocation supplémentaire d'invalidité et cetera et c'est vrai qu'un schéma peut permettre à la personne de mieux comprendre aussi. Bon, ça fonctionne pas tout le temps, hein, donc voilà, mais ça peut être une piste. Hem Et on peut aussi être amené à répéter plusieurs fois, les choses, soit parce que la personne nous repose la question, soit, pour être sûr de sa compréhension. Hem, un exemple aussi, au niveau de la réponse «oui» de principe sur, la bonne compréhension. Là, tout récemment, j'ai accompagné une dame à domicile qui souhaitait, savoir où en était son dossier MDPH. Donc, elle appelle le service autonomie du département, demande où en est son dossier. La personne, lui répond que son dossier, passe en commission le jour même. Donc voilà, la dame dit que c'est compris et cetera, raccroche et puis la première chose qu'elle me dit, c'est: «Je n'ai rien compris, je ne sais pas ce que c'est une commission». Donc voilà, cette dame n'a pas osé, même si la personne en face lui a demandé si c'était compris, elle n'a pas osé dire que non parce que, bah, elle s'imagine que la dame, a beaucoup de travail, qu'elle est déjà très occupée, donc elle va pas lui prendre de temps et cetera donc voilà, c'est un exemple là-dessus. D'où la question ouverte. Qu'est-ce que vous avez compris? Voilà. Sur la triade, hein, qui était expliquée au début, c'est être vigilant, dans la mesure du possible aux signes de fatigue parce que les personnes vont pas forcément vous le dire qu'elles sont fatiguées, soit parce qu'elles osent pas, mais parfois elles ne le ressentent pas. Elles identifient pas, elles ont des difficultés à identifier leurs propres états et donc elles vont pas le ressentir cette fatigue, donc ça va être plus à vous, d'être
vigilant en fait aux signes et d'écourter en fait une séance si c'est nécessaire et possible, bien évidemment. Il y a aussi l'idée de tenter de mettre vos interventions aux moments les plus propices pour la personne, propices dans la journée, propices dans la semaine. Si voilà, vous êtes au courant que dans une journée, par exemple le mercredi, il y a déjà autant d'activités, ben, votre intervention, votre rendez-vous, si c'est possible pour vous, c'est de pas la mettre à ce moment-là. Ou s'il y a déjà une activité dans la matinée, bah, c'est plutôt prévoir votre intervention dans l'après-midi. Et après, ça peut être aussi demander aussi, tout simplement à la personne, ben, est-ce que vous préférez le matin, l'après-midi? Chose que vous faites, peut-être déjà, en fait. Nous, on vous donne, hein, des pistes. Il y a certaines choses que, vous appliquez, très probablement déjà d'une manière, assez naturelle et spontanée. Donc, en tout cas, voilà, sur ces notions de fatigue et de comment s'adapter et comment adapter, en tout cas, nos interventions, il y a ces propositions-là qui peuvent être faites. Oui, donc pour illustrer rapidement ce point-là, on accompagne par exemple une dame qui a un peu plus de 80 ans, qui a des difficultés, hein, au niveau de sa mobilité, des difficultés motrices et qui met énormément de temps à se préparer le matin. Donc en début d'après-midi, elle est très fatiguée, elle a besoin de faire une sieste. Donc nous, on va poser des rendez-vous, idéalement vers 15h30, 16h pour que la personne ait eu le temps de dormir et de se reposer. Alors, après, par rapport à toutes les difficultés aussi qui ont été présentées, il y a, alors la grande idée de la prise de notes, mais qui n'est pas, facile et qui, nécessite parfois d'être guidée, en fait, auprès des personnes. Donc la prise de notes, elle peut concerner le contenu d'une séance. Voilà, vous avez fait votre entretien ou votre intervention, auprès de la personne. Hem Donc l'idée, sur le contenu de la séance, ça peut être que la personne, si elle est capable de le faire, prenne des notes pendant, la situation. Mais je vous rappelle que partager son attention, plus la fatigue et cetera, ça peut être difficile. Donc elle peut ne pas être capable de prendre des notes ou en tout cas d'une manière suffisamment efficace. Dans quel cas, on peut proposer un résumé en fin de séance avec la personne, partir de ce qu'elle elle a déjà perçu, retenu et compléter éventuellement, avec elle. Alors c'est important de le faire avec la personne pour qu'elle puisse s'approprier, hein, et les termes et ce qui est noté. Donc concernant la double tâche, je vais vous proposer 2 exemples. On accompagne par exemple un jeune homme qui a 26 ans, qui est étudiant, hem et en fait, quand il est en cours, c'est compliqué pour lui d'écouter, et de prendre des notes en même temps. Donc c'est quelqu'un qui, va enregistrer tous ses cours et les retaper chez lui. Alors ça prend énormément de temps, c'est un travail colossal, mais en tout cas, c'est ce qui lui convient. Hem, j'ai aussi un autre exemple, donc pareil, un jeune homme, donc qui a une petite trentaine d'années, que j'ai accompagné, à la CAF et pouvoir, prendre des notes en même temps que l'interlocuteur, répond à ses questions, c'est compliqué. Donc on a vu ensemble pour qu'il puisse, préparer, ses questions, en amont, laisser un espace entre chaque question, prévenir la personne en face de lui qu'il a des difficultés avec la prise de notes, c'est important. Beaucoup ne le font pas malheureusement, mais c'est vrai que c'est important pour que la personne en face, prenne le temps entre chaque réponse, de laisser la personne noter et puis, donc ça fait que la personne est aussi plus à l'aise et puis, en plus de ça, noter, va faire qu'elle va potentiellement reformuler avec ses propres mots, ce qui va aussi l'aider à mieux comprendre. Après, si d'une séance à l'autre, d'une intervention, à l'autre, il y a entre guillemets, hein, des choses à faire, bah, c'est essayer de lui enfin, c'est les faire noter avec plus ou moins l'idée de mettre des délais de réalisation ou carrément même, une date de réalisation. OK, bah, quand est-ce que, tu ou vous allez le faire avec éventuellement les détails d'étapes, hein. Ça fait vraiment appel, à la notion de planification, également d'initiative, avec l'idée de, voilà, d'accompagner les étapes, de réalisation, les choses à faire, quand les faire, pour qu'elles puissent être réalisées. Après, si elles ne sont pas réalisées, c'est qu'il y a peut-être autre chose derrière. Mais en tout cas, c'est une des choses qui peuvent être proposées, comme pour, les prochains rendez-vous.
Des fois, ça passe par carte. Ben, une carte, elle peut être perdue et ça peut être la faire noter la personne dans un agenda, dans un téléphone. En fait, pour la prise de notes, il y a énormément de supports possibles. Les technologies sont très aidantes hein, quand même là-dessus. Ça peut être un agenda qui reste papier, ça peut être dans le téléphone. On a des personnes particulièrement jeunes qui n'utilisent que le téléphone. Ça peut être utiliser un calendrier, comme ça c'est visible. On peut utiliser des couleurs différentes en fonction du fait que ce soit un rendez-vous à prendre ou une chose à faire ou en fonction du type de rendez-vous. Ça peut être des utilisations d'alarmes aussi pour aller pour lutter contre le défaut d'initiative et les oublis. Donc toujours, pour illustrer, c'est vrai que nous, dans une démarche d'autonomisation, les personnes tentent, de faire des démarches, administratives par elles-mêmes entre 2 rendez-vous. Donc on accompagne par exemple un monsieur qui sait réaliser, ses déclarations de ressources seul maintenant. Hem Et en fait, à chaque fin de rendez-vous, monsieur note ce qu'il doit faire, soit pour le prochain rendez-vous, soit des choses à préparer pour le prochain rendez-vous, soit des choses, à faire, entre 2. Et puis, donc voilà, il va noter ce qu'il doit faire, soit sur des feuilles, sur un carnet. Voilà, il y a plusieurs types de supports. Certaines personnes vont, comme on l'a dit, avoir besoin d'y ajouter des délais pour avoir une échéance à respecter, par exemple dans des déclarations trimestrielles, hein, donc quand il y a un délai, une date à respecter. Et puis parfois, besoin d'y mettre des détails, comme par exemple, toujours dans le cadre d'une déclaration, savoir s'il doit déclarer en net avant impôt, en brut, et cetera. Également, un autre exemple, là dans une situation, où il y a où on reçoit la personne, donc nous on accompagne principalement à domicile. On accompagne par exemple un monsieur, exclusivement, dans nos locaux, et quand il y a, des dossiers à faire, on a besoin de noter à chaque fin de séance, les documents à ramener et cetera, pour pouvoir compléter le dossier. Donc généralement, c'est noté, sur un carton ou dans un agenda, mais avec à côté la date du rendez-vous pour que ce soit, un peu plus clair. Puis après, si une action n'a pas été menée, l'important c'est de, questionner sur, les raisons pour lesquelles ça n'a pas été réalisé. Ça permet de les identifier et de s'adapter. Nous, on vous donne des exemples là de situations, mais voilà, on tâtonne, hein. On ne sait pas tout de suite, hein, si c'est, l'agenda, le téléphone, dans quelle mesure il faut noter les détails des choses à faire, et ça passe parfois par des ratés, ça n'a pas été fait, donc on essaye de comprendre pourquoi. Parce que je rappelle, hein, c'est pas forcément volontaire, et puis voilà, on essaye de trouver d'autres solutions ou voilà, d'autres techniques, au fur et à mesure de notre accompagnement. Et voilà, j'insiste aussi, ça peut être aussi un signe en fait, ils sont pas en vie, hein. On n'exclut pas ça. Vraiment. C'est important aussi de garder ça en tête et de pas effacer que la personne, elle a quand même son libre arbitre et que parfois ça n'intéresse pas, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Au niveau de l'adaptation de l'accompagnement, il y a aussi, s'adapter au comportement, hein. Le comportement qui peut être, par excès, par défaut, comme je voulais expliquer. Je rappelle vraiment cette notion, hein, la personne n'est pas un trouble du comportement, mais elle en a un parce qu'elle se situe dans une situation particulière qui va faire que ce comportement va apparaître. Donc l'idée, c'est, d'essayer voilà, si c'est possible, de repérer s'il y a des invariants qui vont générer de l'énervement, s'il y a si par exemple, si c'est dès qu'elle est frustrée, ou si elle est fatiguée, ou si c'est quand il y a du bruit, ou si c'est dans le cadre d'un sujet particulier, et cetera. Donc si, voilà, vous repérez des invariants, ça vous permettra, d'éviter par exemple d'en cumuler des invariants pour, limiter le risque d'apparition d'un énervement, par exemple. C'est aussi repérer les signes chez la personne, d'énervement. Alors parfois il y en a pas, hein, parfois ça explose d'un coup.
Bon, bah, ça, dans ce cas-là, c'est tout, hein, c'est là, c'est là. Mais des fois, il y a quand même des petits signes quand on a vu les personnes plusieurs fois, c'est d'essayer de calmer le jeu quand on voit qu'il y a un énervement qui est en train de se mettre en place, par exemple. Bah, voilà, c'est de se poser, d'arrêter, peut-être de proposer, voilà, à la personne, de s'arrêter quelques minutes si c'est possible, d'échanger sur cette situation de stress. Limiter donc l'idée d'identifier les invariants, les sources de stress, les signes et tout, c'est de réduire si possible ces sources de stress, de frustration, de fatigue ou tout autre, élément qui va générer des troubles, des troubles du comportement. Alors là, je donne des exemples, dans une situation d'interaction, par exemple au bureau, mais ça peut être, tout simplement quand il s'agit d'aller faire des courses, c'est d'éviter d'être, au moment où il y a trop de monde, si la personne, c'est stressant pour elle. Sinon, elle va s'énerver plus facilement. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais en tout cas, c'est une des adaptations possibles. Et puis après, il y a adapter soi son propre comportement. Ce qui devient un peu plus facile à faire quand on sait que c'est pas forcément, ou en tout cas uniquement une notion de caractère, mais parce que en fait, il y a un trouble, cognitif et comportemental derrière. On peut mieux comprendre aussi, l'énervement de la personne et moins nous en miroir finalement s'énerver, c'est possible, on reste humain, voilà, personne qui explose devant nous, bah, ça peut nous énerver aussi et ben, le fait de savoir qu'il y a un trouble du comportement derrière, ça permet nous de nous adapter en restant peut-être plus calme, en proposant un échange, en proposant à la personne de sortir, en revenant après sur la situation quand la personne est un peu descendue. Ça sert à rien de le faire au moment où elle est énervée, ce sera contre-productif et voilà, en tout cas, notre propre comportement et ce qu'on renverra à la personne face à ce elle émet, va permettre aussi, de détendre ou de calmer en tout cas la situation. Donc ici, j'avais pris l'exemple d'un monsieur qui est aphasique, donc qui est aphasique, qui a des difficultés, pour parler, hein, pour dire clairement, qui va avoir, quelques mots de vocabulaire, mais en tout cas, c'est compliqué pour lui de pouvoir se faire comprendre parfois. Ça prend du temps aussi et c'est vrai que c'est un monsieur, qui un jour avait, essayé de nous faire, deviner le terme de liquide de contraste. Donc quand on n'est pas dans un cadre précis, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à deviner et c'est un monsieur qui, voilà, à force de ne pas être compris, quand ça prend du temps, qui peut se sentir frustré aussi de ne pas être compris et donc la colère, va arriver petit à petit. Hem Ça peut être aussi impressionnant pour la personne qui est en face. Malgré tout ça, c'est important de pouvoir garder, son calme, de pouvoir expliquer aussi à la personne que, bah, c'est pas grave, on va prendre le temps, de comprendre ce qu'elle essaye de nous dire et que c'est pas grave, tout simplement. Voilà. Et puis après, il y a, adapter, l'accompagnement et ce sera le dernier point dans les interactions sociales, c'est-à-dire par rapport à la cognition sociale qui a été, expliquée tout à l'heure. Donc si on en revient aux émotions qui peuvent être difficilement, exprimées, par la personne, ou difficilement perçues par la personne, ben, c'est déjà de verbaliser. Voilà, on a des émotions, on a des réactions et pour éviter que la personne, interprète mal ce qu'on ressent, c'est de verbaliser, de mettre des mots sur sur l'état dans lequel on est et la questionner elle aussi sur ce qu'elle ressent. Parce que en fait, des fois la colère, ça peut être l'expression d'autre chose. Et donc c'est voilà, de lui permettre par les échanges, par la communication, autre que non verbale et donc là pour le coup verbale, d'éviter les incompréhensions qui peuvent être des incompréhensions réciproques, hein. Nous accompagnons par exemple un monsieur qui va interpréter les réactions non positives comme de la colère. Par exemple, une collègue qui était juste fatiguée et voilà, la personne, qu'on accompagne, l'a assimilée comme étant de la colère, mais ne l'a pas exprimée sur le moment, à la personne. Donc c'est voilà, important de pouvoir aussi, verbaliser ses émotions de ce point de vue-là.
ça apaise les tensions. Et puis, justement, chez cette personne-là en particulier, ça lui évite de se poser la question de qui l'a fait, de ce qu'il a fait. Parce que comme il y a de la culpabilisation en plus derrière, puisque lui perçoit comme tout le monde étant en colère, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc, depuis qu'il y a une verbalisation des émotions, il est beaucoup plus apaisé parce qu'il sait qu'en fait, non, c'est pas de la colère, c'est autre chose. Au niveau de la théorie de l'esprit, hein, c'est éviter l'implicite, éviter en fait, ça va de soi, donc je le dis pas, ben si, en fait, il faut exprimer les choses, faut pas partir du principe qu'elle va comprendre si on lui dit pas. Voilà, c'est à nouveau, hein, on est dans de la verbalisation, de l'explication. Certains n'ont pas accès à l'humour. Et vont prendre au premier degré en fait ce qu'on dit, donc ça peut être nous parfois c'est d'éviter la touche d'humour, même si on aime bien en faire, sur certaines personnes vaut mieux éviter parce qu'elles vont pas forcément le comprendre, ou elles vont imaginer, elles vont considérer que ce que vous savez, ce que vous ressentez est forcément la même chose que ce que eux ressentent ou connaissent ou perçoivent, et ça peut créer des incompréhensions. Oui, c'est ça, ma collègue vous l'a bien illustré, hein. Tu as illustré de toute façon, c'est vrai que le second degré peut être compliqué, les non-dits aussi. Donc en effet, le second degré, soit la personne ne le comprend pas, soit ça peut la vexer aussi. Donc voilà. Et après, il y a quand il y a une situation qui a été gênante parce que la personne, elle a fait un truc qui ne se fait pas, ça peut aller du tutoiement du médecin à je passe devant tout le monde au supermarché, c'est du vécu. Euh, faut revenir en fait là-dessus et réexpliquer à la personne qu'en fait, ça non, tout simplement. Ça se fait pas, que c'est gênant, que ça peut créer en fait chez les autres une agressivité, et les mettre dans des situations qui vont être difficiles après, en plus émotionnellement à gérer pour elles, hein. C'est ça, on a par exemple un de nos collègues qui était en préparation de trajet avec une jeune femme qu'on accompagne, et en entrant dans le bus, elle dit devant le chauffeur, «Il est vraiment pas mal». Donc forcément, ça peut créer une situation gênante pour le chauffeur de bus, pour la personne qui accompagne cette dame. Cette dame, sur le moment, ne comprend pas, hein, que ça ne se fait pas et que ça peut créer une situation de gêne. Donc voilà, et c'est important de pouvoir reprendre avec elle le fait que ça n'est pas adapté et ce que ça peut créer. Voilà pour les pistes, hein, on insiste vraiment sur le fait que ce soit des pistes. Après, c'est vraiment essayer de vous approprier et de faire comme nous, hein, on a ces pistes-là, on agit avec et on tâtonne, hein, et puis on réajuste quand c'est nécessaire. Et du coup, après, ces petites solutions qui peuvent faire de grands changements, donc un peu vous dire qui nous sommes dans le cadre de l'accompagnement des personnes avec une cérébrolésion acquise. Donc, de façon générale, les SAMSA ont été mis en œuvre dans le cadre de la loi de 2005, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, qui a notamment mis les dispositifs de la PCH et les obligations d'accessibilité générale des bâtiments et des lieux. Et puis, du coup, les SAMSA sont assez récents en fait dans l'accompagnement des personnes et aussi dans l'accompagnement des personnes cérébrolésées. Donc nous, la particularité de notre équipe, c'est que donc pluridisciplinaire comme tout le monde, mais notre particularité, donc on a une infirmière coordinatrice et une psychologue spécialisée en neuropsychologie, et ensuite des professionnels du domaine social, d'accompagnement social, assistante sociale, éducateurs spécialisés, animateurs, et puis AES, AMP, avec une mission au global pour nous, en tant que SAMSA Réveil, d'apprendre ou de réapprendre à faire et ne pas faire à la place, en tout cas de faire le bilan de ce qui peut être fait seul. Le contenu de l'accompagnement par le SAMSA, donc notre SAMSA est surtout un service de coordination de parcours. Alors de tous les parcours, de tous les domaines, on peut intervenir dans tous les domaines de la vie quotidienne. Peut intervenir ne veut pas dire qu'on intervient dans tous les domaines, dans tous les accompagnements. Chaque professionnel intervient de façon individualisée en fonction du besoin et de la demande de la personne. L'accompagnement aura pour but de mettre en œuvre un parcours de soins régulier et coordonné,
Donc toujours un accompagnement vers le milieu médical et paramédical du milieu ouvert, donc le médecin traitant, le médecin spécialiste, que les choses soient l'infirmier libéral, tous les professionnels qui interviendront encore après que le SAMSA ne soit plus là. L'assistance et l'accompagnement dans les actes essentiels de la vie, donc on parle aussi de l'accompagnement social en milieu ouvert. Donc on est comme pour la partie médicale, hein, tous les professionnels ou personnes ou institutions dont la personne aura accès après, pendant l'accompagnement, mais aussi après, et l'apprentissage à l'autonomie. Notre accompagnement dans l'évaluation et dans les solutions proposées sera variable en fonction du niveau de capacité de la personne, soit de la dépendance totale, soit de la guidance ou du conseil. Voilà, le moyen sera différent en fonction de la capacité de la personne en vue de compenser les effets du handicap. Dans les modalités d'intervention, on intervient donc en majorité à 90% à domicile, mais aussi tout lieu qui nécessite la présence. Donc, comme l'a dit Justine tout à l'heure, en accompagnement à la CAF, à la Sécu, dans le domaine de la santé, accompagnement en consultation médicale, en rendez-vous divers et variés, en CCAS pour mettre en place des activités sociales, voilà, tous les lieux possibles. On commence du coup par des entretiens, des évaluations, des mises en pratique en fonction des demandes et des besoins, l'accompagnement au rendez-vous, voilà, variable en fonction de ce que la personne souhaite et nous, comment on peut l'accompagner. Avec les grandes phases, je résumerai simplement, donc les 6 premiers mois permettent l'élaboration du projet personnalisé. Donc le 6 mois est la date fixée par la loi, mais on peut bien sûr le faire plus tôt s'il y a des choses. Mais les 6 mois sont quand même nécessaires pour bien évaluer la situation. Chaque projet est évalué tous les ans avec une durée d'accompagnement aujourd'hui qui s'est rallongée par rapport à il y a quelques temps. Aujourd'hui, en tout cas pour le SAMSA Réveil, à des durées d'accompagnement autour de 4 ans et demi en moyenne. Donc avec des grands écarts entre quelques mois quand il n'y a pas forcément d'adhésion, par exemple, à des personnes qui, tant qu'ils ont une notification SAMSA, souhaiteront être accompagnés par le SAMSA. Donc aujourd'hui, comme on a des fois des notifications à 10 ans, si la personne a sa notification, elle ne souhaitera jamais arrêter l'accompagnement. Donc le but aussi, c'est de travailler avec la personne pour qu'elle puisse faire sans le SAMSA et de mettre en place les moyens. Donc les personnes qu'on accompagne ont toutes plus de 18 ans. Aujourd'hui, plus de limite supérieure d'âge. Donc on l'a dit tout à l'heure, on accompagne une dame de 80 ans, mais avec des objectifs qui correspondent au SAMSA aussi. C'est pas parce que toute personne cérébro-lésée de 80 ans n'aura pas besoin forcément d'un SAMSA non plus. On travaille chez des personnes aussi qui ont eu leur cérébro-lésion depuis souvent plus de 2 ans. On parle de ces 2 ans puisque on est après la phase de rééducation et on arrive dans cette phase de réadaptation où la personne est sortie d'hospitalisation depuis déjà quelques temps, elle s'est déjà réhabituée, enfin, elle est repartie dans son milieu de vie et reconfrontée aussi à ses difficultés. Et ça permet de pas travailler des choses qui, en fait, la personne ensuite, dans la routine, pourra les remettre en place. Et notre territoire d'intervention, donc, nous intervenons dans le grand arrondissement de Lille. Voilà la carte. Alors, on sait qu'aujourd'hui, la présentation s'ouvre au niveau départemental. En tout cas, nous, notre secteur d'intervention, il est là. Et on est le seul SAMSA spécifique cérébro-lésion de la région. Bien sûr, nous n'avons pas vocation à les accompagner de façon permanente, donc on n'est pas là pour les accompagner jusqu'à la fin, déjà par une notification, mais aussi on a besoin, on ne peut pas accompagner, on a une autorisation pour 56 accompagnements, donc ce qui fait qu'on ne peut pas couvrir 56 accompagnements permanents depuis leur lésion cérébrale jusqu'à ce qu'ils décèdent, par exemple. On ne peut pas couvrir toutes les personnes dans ce cas-là. Et on aura toujours besoin du coup de vous en tant que professionnels des structures de droit commun, et ce, dès le début de notre intervention. Donc, ce n'est pas parce que le SAMSA commence qu'il n'y a plus besoin d'un CCAS, que s'il y a une assistante sociale de secteur qui travaille déjà. Donc, le but, nous, dès le début, c'est de se mettre en contact aussi avec vous, professionnels, qui connaissez déjà la personne, qui avez eu déjà des échanges, qui avaient déjà préparé des choses. Parce qu'ensuite, quand le SAMSA sera plus là,
les personnes accompagnées auront besoin de vous. Et bien sûr, le but, c'est aussi de pouvoir adapter, avoir une prise en charge spécifique, comme on l'a mis et décrit par Jessie. Ils ont des particularités, donc c'était aussi le but de vous les montrer de façon non exhaustive, bien sûr. Et après, chaque personne est différente, donc l'exprimera de façon différente aussi en fonction de ce qu'elle est et puis de ce qu'elle a comme difficulté. Donc en conclusion, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, ce n'était pas un catalogue de recettes miracles, il n'y en a pas. Même nous, on part avec notre base, mais on s'adapte aussi à chaque fois. C'est compliqué. C'était aussi pour dédramatiser la chose, de dire mince, elle est la personne a une cérébrolésion, mais on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, et puis ça ne marche pas. Bah, nous aussi, on est confrontés à ce genre de difficultés. Mais voilà, avec ces pistes et guides, que ça puisse vous aider dans le cadre de vos accompagnements. Et puis, tenter, essayer à partir de ces bases-là. Pour vous aider aussi, donc il y a bien sûr nous en tant que SAMSA, mais nous on est porté du coup par l'association Réveil, qui est du coup une association AFTC, veut dire Association de familles de traumatisés crâniens, qui aura du coup 30 ans en début 2025 et qui a participé, dans le cadre en tout cas de son évolution depuis 30 ans, a notamment fait émerger le SAMSA Réveil. Donc l'association Réveil, elle peut être accessible aussi à toute personne cérébrolésée, aux familles de personnes pour faire de l'écoute téléphonique, de l'entretien en famille. Elle est aussi militante pour faire valoir les droits des personnes et aussi notamment les droits financiers, avec des contacts avec certains avocats pour reconnaissance aussi de certains accidents. L'association Réveil aussi porte 3 GEM, donc c'est des groupes d'entraide mutuelle. Il y en a 3, un à Ouascal, un à Valenciennes, un à Liévin. Donc ces groupes d'entraide mutuelle sont là, ceux-ci de l'association Réveil sont spécifiques pour les personnes cérébrolésées. Ils sont nés à partir souvent du public de personnes portant des troubles psychiques. Donc la majorité a été constituée à partir de là. Ce sont des associations indépendantes avec un projet, un lieu et des activités, un planning d'activités en général, et qui est variable en fonction des GEM. Voilà, donc en fonction de ce que la personne souhaite faire, un GEM pourra être adapté ou pas. Et nous intervenons aussi dans le cadre du réseau TCAVC Hauts-de-France, qui en fait regroupe l'ensemble des professionnels, structures professionnels indépendants aussi, qui accompagnent les personnes avec une lésion cérébrale, donc traumatisme crânien, mais aussi accidents vasculaires cérébraux. Là, aujourd'hui, le réseau rayonne sur l'ensemble des Hauts-de-France. Il y a des antennes en fait différentes, des lieux de consultation divers et variés. Donc, en image, il y a quelques plaquettes sur les accompagnements, mais je vous ai mis aussi à disposition le lien du site, donc qui est accessible aux professionnels, mais aussi aux personnes qui ont une lésion cérébrale, avec une demande d'accès. Il n'y a rien à payer, mais il faut faire une demande d'accès pour avoir un identifiant, un mot de passe. Et le deuxième lien, c'est les livrets d'informations. Donc là, on n'en a mis que 3, mais il y en a beaucoup. Et dans les livrets notamment, il y a un livret, le premier, avec les contacts, en tout cas, de chaque secteur. Donc il y a le secteur de la métropole lilloise, mais aussi une intervention possible sur le Dunkerquois, la zone, et puis comme on a ouvert aussi maintenant sur le l'Aisne, et puis donc sur Corbie, sur cette zone-là aussi. Maintenant, il y a aussi des possibilités d'accompagnement. Donc le réseau peut accompagner dans les parcours complexes. Alors, ce n'est pas le guichet et l'annuaire, enfin l'annuaire il y a l'annuaire de toutes les structures qui accompagnent les personnes avec une cérébrolésion, mais ce n'est pas forcément le réseau par lui-même qui va intervenir, en tout cas pourra faire le relais d'information. Et bien sûr nous-mêmes. Donc nous, on est basé du coup à Ouascal, avec du coup notre rayon d'intervention tout autour de la métropole lilloise. On vous a mis du coup nos contacts téléphoniques et puis le contact du secrétariat. Donc, il y a toujours moyen de nous solliciter pour, en tout cas, un questionnement sur notre réseau, sur notre secteur ou pas d'ailleurs. Et en tout cas, on pourra faire le relais d'information si besoin, pour vous aider dans vos accompagnements aussi.
et aider les personnes aussi que vous accompagnez. On vous remercie de votre attention et puis on vous a aussi mis en fin du coup de diaporama nos contacts mail aussi si vous avez des questionnements plus spécifiques qui s'adresseraient à l'un ou l'autre, que ce soit moi en tant que chef de service ou Jessie en tant que psychologue ou Justine en tant qu'assistante sociale. Voilà, merci à vous. Alors, juste le temps de récupérer le son. Bah, je voulais vraiment, merci beaucoup. Je voulais vraiment remercier nos 3 interlocuteurs pour cette présentation à 3 voix hein, qui a vraiment été très complémentaire et très pédagogique. Merci à vous. Elle était aussi très complémentaire à d'autres sujets qu'on a vu déjà évoqués en 1 heure pour l'autonomie. Merci. Il y a quelques questions, j'ai vu dans le chat, on va pouvoir en discuter. Et puis, comme convenu, on vous les enverra assez rapidement à l'issue de la présentation. Bon, on vous enverra aussi rapidement le support et la foire aux questions donc. Et on accompagnera aussi ces supports donc, du calendrier 2024 des 1 heure pour l'autonomie qui a donc été établi. On vous l'enverra donc avec l'ensemble des éléments. Du coup, il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. On va se retrouver donc en 2024 pour le prochain 1 heure pour l'autonomie, qui portera sur le DAC, un dispositif d'appui à la coordination. Exceptionnellement, il aura lieu l'avant-dernier, cette fois-ci l'avant-dernier mardi du mois, pardon. Donc le 23 janvier, donc de 11h à 12h. Merci pour votre attention et puis du coup à très bientôt. Bonne journée.